Les intervenants dans ce reportage sont Lamia Berra, enseignante, chercheur et maître de conférences à Polytech, spécialisée dans le génie industriel. Lamia Berra œuvre pour appliquer au bâtiment les méthodes de l'industrie automobile notamment. Aude Pommeret, enseignante-chercheur en sciences économiques à l'IREG. Elle a notamment beaucoup travaillé sur l'impact des politiques publiques en matière d'économie d'énergie. Monica Volosine, enseignante-chercheur au LOCI, laboratoire optimisation de la conception et ingénierie, tout comme Anne-Cécile Grillet, plus spécialisée dans l'étude et l'amélioration des matériaux. Et Benoît Stutz, enseignant et directeur du LOCI. On le sait, l'habitat en France représente 43% de la consommation totale d'énergie. L'habitat qui est également responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux chercheurs et autres spécialistes s'intéressent à l'habitat pour lutter contre le réchauffement climatique et contre le gaspillage d'énergie. Mais comment faire mieux? À quel prix? Comment faire comprendre aussi? En résumé, comment repenser, redéfinir toute une logique, toute une organisation de la première réflexion jusqu'à la pendaison de crémaillère. L'Université de Savoie a fait de l'axe énergie bâtiment durable un axe prioritaire, à la fois au niveau de la formation, mais aussi au niveau de la recherche. Au niveau de la formation, il y a deux filières phares. Il y a l'IUT Génie Civil, qui travaille pour former des techniciens. Il y a aussi l'école d'ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry, avec la filière environnement, bâtiment, énergie. Au niveau recherche, on a 6 laboratoires qui travaillent sur ces thématiques. Il y a 4 laboratoires des techniques de l'ingénieur, un laboratoire de mathématiques et un laboratoire de gestion économique qui travaillent sur ces aspects. Au fil des ans, l'Université de Savoie a développé une véritable force de frappe en la matière, avec des partenaires de poids comme l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire. On ne réfléchit pas seul parce qu'on a un contexte local qui est très favorable. On travaille en lien aussi avec d'autres organismes, le CEA, le CSTB et le CNRS dans le cadre de l'INES. Donc l'INES est devenu en quelques années un centre de référence national et international sur les questions de l'énergie solaire et du bâtiment et donc dispose de plateformes de renommée mondiale. Donc on travaille en particulier sur les cellules PACIS qui permettent de tester des éléments de parois innovants. On travaille sur les maisons Inca qui permettent de tester des solutions pour les bâtiments de demain. Et on travaille aussi sur un démonstrateur particulier, le bâtiment Helios, qui est un bâtiment dans lequel on va tester des solutions énergétiques tout à fait innovantes. En moyenne, 180 000 maisons individuelles se construisent chaque année en France. Depuis 1997, l'habitat individuel représente 62,2% des logements construits. Ajoutez à cela l'habitat collectif et vous avez près de 30 millions de logements. Sans oublier les infrastructures professionnelles, bureaux, entreprises, usines. Un parc absolument gigantesque qui engloutit l'énergie comme un puits sans fond et qui rejette dans l'atmosphère d'incroyables quantités de gaz à effet de serre. Donc on espère vraiment de pouvoir réduire beaucoup ces consommations-là. Donc ça passe par différentes choses. Il y a d'abord la réglementation thermique. Donc, la réglementation actuelle, celle qui est rentrée en vigueur en 2012, la RT 2012, elle oblige tous les nouveaux bâtiments à consommer très peu d'énergie. L'ordre de grandeur, c'est 50 kWh par an par mètre carré. Certains de ces bâtiments vont aussi produire de l'énergie. Par contre, il ne faut pas oublier que finalement, on est entouré par beaucoup de bâtiments qui sont déjà existants, qui consomment eux beaucoup plus d'énergie. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que finalement en France, on reconstruit, c'est-à-dire on construit des nouvelles constructions, c'est à peu près 1% par an. Donc ça veut dire que 99%, ils ont déjà été là l'année d'avant, etc. Donc il y a aussi énormément d'efforts à faire sur la réhabilitation énergétique des bâtiments qui nous entourent. Mais entre la volonté de faire et faire, il y a une différence. Quand il s'agit de repenser le bâtiment, il faut prendre en compte une multitude de paramètres. On a à la fois des problèmes qui sont physiques, tout ce qui est transfert thermique, l'énergie à travers l'enveloppe. On a les ressentis des personnes, finalement il faut que le bâtiment s'adapte aux besoins. On a aussi tout ce qui est météo, voilà, maintenant on a un petit peu de soleil, il n'y a pas très longtemps il y a la neige qui était tombée. Donc quelque part ce qu'il faut c'est que les bâtiments puissent gérer tout ça. Donc ça veut dire que nous, en tant que chercheurs, ensuite les ingénieurs, il faut qu'on soit capable d'intégrer tous ces phénomènes-là, à la fois à l'échelle de la journée, à l'échelle de la minute, parce que quand on rentre dans un bâtiment, on ne veut pas attendre 3 heures que la température de consigne, la température de confort soit atteinte. Et puis, il faut que les bâtiments durent sur 50 ans, sur 100 ans. Donc quelque part, on a cette complexité qui est liée à la fois à la multitude de phénomènes physiques et à différentes échelles, en temps, mais aussi en espace. On a un petit matériau qui est tout petit et puis les bâtiments qu'on construit avec sont très grands. Ce qui est fait aujourd'hui sera toujours là demain. Et demain, les contraintes environnementales, énergétiques seront a priori encore plus délicates à gérer qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il faut donc trouver des solutions durables pour que l'efficacité recherchée ne s'altère pas avec le temps, ou le moins possible.
Donc à l'université, on s'intéresse à tout ce qui va permettre de diminuer l'énergie liée au bâtiment. Par exemple, l'énergie qui est utilisée pour assurer le confort intérieur, comme l'énergie nécessaire pour chauffer ou pour climatiser les locaux, et aussi toute l'énergie qui est liée à la construction d'un bâtiment et à la production des matériaux. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Tout ça, ce sont des enjeux importants qui sont liés à la construction d'un bâtiment, mais également à la production des matériaux. Et comme on veut également qu'un bâtiment soit durable et une certaine solidité, on va s'intéresser également à toutes les études liées à la structure et à la durabilité des bâtiments. Nous testons différentes sortes de matériaux, des matériaux nouveaux, mais ce n'est pas la majeure partie de notre travail, mais beaucoup de matériaux qui sont déjà utilisés depuis très longtemps, même depuis l'Antiquité, pour certaines applications, certaines utilisations que les anciens connaissaient, mais qui ne savaient pas expliquer scientifiquement. Donc nous, on va reprendre ces matériaux-là et soit les utiliser pour des nouveaux usages, soit essayer de développer, d'optimiser leurs propriétés, par exemple d'isolation thermique ou de reprise d'humidité, de façon à pouvoir au mieux exploiter ces propriétés. Si de nombreux chercheurs se penchent sur l'efficacité énergétique des bâtiments, d'autres s'intéressent de très près à une forme d'efficacité différente. Spécialisée dans le génie industriel, Lamia Bera défend le Lean Manufacturing. Ce concept mis en place par Toyota concentre tous les efforts sur la productivité, la qualité, les délais et les coûts. Une organisation extrêmement rigoureuse qui, selon elle, devrait s'appliquer, ou en tous les cas pourrait s'appliquer au bâtiment, à l'habitat, en règle générale. Eh bien, par exemple, un processus de rénovation d'un bâtiment, eh bien, c'est rien d'autre qu'un processus d'amélioration de la performance d'un produit déjà existant. Donc à ce moment-là, on va mettre en place donc typiquement la route Deming, le Plan, Do, Check, Act que l'on applique dans l'entreprise à cette problématique-là. Donc on va transférer ce problème de rénovation dans le jargon industriel. Donc voilà, c'est un pari que l'on souhaite relever, donc qui a été relevé dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur textile. Donc pourquoi pas le bâtiment. Et alors ça va d'autant plus que l'on travaille avec les entreprises manufacturières sur le développement durable. Donc là aussi il y a un lien entre rénovation, déconstruction propre, reverse logistics que se posent certaines entreprises. Donc voilà, on ressent beaucoup de liens. Il y a pas mal de méthodes formelles qui ont été déjà proposées dans un certain secteur. Et donc il ne nous reste plus qu'à poser correctement le problème du bâtiment pour pouvoir lui appliquer ces méthodes-là. Les protocoles qui sont étudiés dans le cadre du laboratoire Listic à Polytech ont globalement tout prévu pour que le chantier de construction ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une maison se déroule parfaitement bien dans le respect des délais et des budgets. En résumé, tout doit être pensé en amont, dans les moindres détails. Ça peut être une incomplétude d'informations, je ne sais pas tout. Ça peut être que deux personnes ne m'ont pas dit la même chose, qu'est-ce que je fais ? Ça peut être que j'ai un risque de ce que m'a dit la personne, et ce ne soit pas la réalité. Donc il y a toute une typologie qui est faite, qui existe dans la littérature, et donc il y a des réponses qu'on peut apporter pour prendre en compte cette incertitude-là. Donc ça, c'est un des enjeux que le Listic souhaite relever. Il y a aussi autre chose, comme il y a un preneur de décision, donc il y a plusieurs acteurs dans le secteur du bâtiment, donc on va se proposer d'élaborer un système d'aide à la décision, alors qui va prendre en compte plusieurs paramètres. Quel est l'acteur qui intervient? Est-ce qu'il est propriétaire? Est-ce qu'il est locataire? Depuis quand? Quel est son tempérament? Quels sont les critères que l'on met en place pour rénover un bâtiment, pour le construire, pour le déconstruire? Donc ça, il existe aussi des choses qu'on sait faire et qu'on peut appliquer donc au bâtiment. Et puis, encore plus lié à ce qu'on avait dit tout à l'heure, le système, l'élaboration d'un système d'indicateurs de performance ou d'évaluation qui nous permettent de savoir où on en est à chaque étape de notre processus. Vous l'avez compris, il s'agit de tout verrouiller, tout prévoir, tout organiser. Dans les protocoles qui sont élaborés, il n'y a plus de place pour le hasard et l'incertitude. Même les politiques mises en place par les gouvernements pour favoriser les économies d'énergie sont passées au peigne fin. On va par exemple s'intéresser à l'efficacité des politiques publiques dans ce cadre et essayer donc
de quantifier des choses telles que l'effet d'aubaine ou l'effet rebond. Donc l'effet d'aubaine, en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, quand on a une politique publique qui est mise en œuvre et puis que ça profite, par exemple, des subventions profitent à des ménages qui, de toute façon, auraient réalisé l'investissement, c'est-à-dire auraient changé leur chaudière pour en avoir une plus efficace, même sans la subvention, eh bien, dans ce cas, on parle d'effet d'aubaine. Ce n'est pas la subvention qui aura déclenché la prise de décision et on aura juste des ménages qui en auront profité. L'autre effet intéressant qu'on s'amuse à quantifier, c'est l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est celui qui est tel que, après avoir, par exemple, changé son double vitrage, eh bien, au lieu d'économiser en termes d'énergie, on va profiter en termes de confort. Avant, on se chauffait à 18 degrés, ensuite, on va se chauffer à 20 degrés, par exemple. Et donc, dans ce cas, ça présente un intérêt, certes, mais si l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou bien de réduire l'utilisation d'énergie, cet objectif-là n'est pas atteint. Aude Pommeret a notamment beaucoup travaillé sur le Grenelle de l'environnement. En particulier, on a eu un Grenelle de l'environnement qui a vraiment cherché, pendant un moment en tous les cas, ensuite sa dimension a été un peu réduite, a vraiment essayé de réduire, de mettre en place des politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation d'énergie à l'horizon 2050, c'est ce qu'on appelle le facteur 4. Et donc dans des gros modèles de simulation désagrégés, où on prend en compte que les ménages sont différents, qu'il y a des logements collectifs, qu'il y a des maisons individuelles, qu'il y a différents types d'équipements dans les maisons, différents types de chaudières, pour chauffer l'eau, différents types d'éclairage, différents types d'isolation, de ventilation. On essaie, en insérant dans ces gros modèles les différents types de politiques envisagées par le gouvernement, de regarder si ça marche, c'est-à-dire si on arrive à l'horizon 2050 à réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'on obtient, c'est que oui, ça marche, mais pas du tout dans les proportions qu'on souhaite. Et qu'aussi, ça coûte très très cher en termes de dépenses publiques. Si notre habitat change progressivement pour devenir durable, écologique, réduisant pour le coup son impact sur l'environnement, la façon de le construire, de le réfléchir change également. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais l'habitat n'est plus seulement l'univers des maçons, des charpentiers, des terrassiers et autres plombiers, peintres, électriciens, architectes bien sûr. Il est aussi désormais celui des chercheurs et des universitaires.